C'est le 29 mai que le document a été émis par le tribunal de première instance avant d'être transmis directement au ministère de la Justice. Ce document contient une demande d'autorisation de poursuite visant 4 membres de la Haute Cour constitutionnelle d'Ambouida, Rudznien Ranefsan et Antonia Rakoutinienne, élus par le Sénat, ainsi que William Noëlsan et Nadjassana Georges Merlin Rassoul, élus par l'Assemblée nationale le 21 mars 2021. Selon nos sources, cette demande repose sur des soupçons de participation à une entente visant à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la sûreté de l'État. Les articles 87 et 89 du Code pénal auraient été explicitement mentionnés dans le document. Le courrier fait également référence à l'article 512 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre ces hauts magistrats sans une autorisation préalable du ministère de la Justice. Par ailleurs, nos sources indiquent que les 4 membres concernés auraient déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire. Cette décision n'a toutefois pas encore été officiellement rendue publique. Cette procédure intervient alors que 2 des 4 conseillers visés étaient déjà concernés par une initiative de remplacement engagée cette semaine par l'Assemblée nationale. L'élection de leur successeur devait initialement se tenir jeudi dernier avant d'être reportée à une date ultérieure. Dans une déclaration commune, William Noëlsan et Nadjassana Georges Merlin Rassoul ont estimé que leur éventuelle révocation serait contraire à la légalité et constituerait une atteinte grave à l'ordre constitutionnel. Pour la 3e fois en peu de temps, la Haute Cour constitutionnelle d'Ambouida se retrouve au cœur d'une vive controverse. Les événements qui s'y déroulent suscitent de nombreuses interrogations. L'évolution de ce dossier demeure difficile à suivre pour les observateurs et alimente les inquiétudes quant à l'éventualité de tensions institutionnelles plus profondes entre les différentes institutions de la République. Le Foukoutane ne doit pas être utilisé comme un instrument politique. C'est l'une des recommandations formulées par l'Association des Jésuites à l'issue de la concertation organisée samedi dernier. L'organisation plaide également pour que le Foukoutane devienne une collectivité territoriale décentralisée de base à Madagascar. Selon les participants à la concertation, l'élection des chefs de Foukoutane constitue une étape incontournable pour toute réforme visant à renforcer la gouvernance locale et la participation citoyenne. D'un point de vue juridique, une collectivité territoriale décentralisée est une entité administrative dotée d'une autonomie de gestion administrative et financière, dirigée par des responsables élus par la population. Un tel statut permettrait aux Foukoutane de disposer davantage de moyens et de responsabilités dans la gestion des affaires de proximité. Son sourire illumine son foyer. Son courage face aux épreuves et aux difficultés traversées constitue sa plus grande force, et son amour est la lumière qui éclaire le quotidien de ceux qui l'entourent. Voici bébé Ange, mère de famille de 80 ans, résidant à Itosi. Le parcours de bébé Ange n'a pas été facile, à l'image de celui de nombreuses mères malagasy. Issue d'une famille modeste, elle a dû faire face aux responsabilités, aux obligations et aux nombreux défis de l'existence. Mais au cœur de toutes ces épreuves s'est construit un amour indéfectible, l'amour d'une mère pour ses enfants. Dans sa jeunesse, bébé Ange a travaillé au sein d'une entreprise de la capitale. Une fois arrivée à l'âge de la retraite, ses enfants pensaient qu'il était temps pour elle de se reposer, mais elle a choisi de poursuivre ses activités et de continuer à soutenir sa famille. Le passe-temps favori de bébé Ange, prendre soin de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et partager avec eux des moments de complicité. Ses proches, où qu'ils se trouvent, ne l'oublient jamais, particulièrement à l'approche de la fête des mères et de son anniversaire. Pour bébé Ange, le rôle d'une mère ne se limite pas à l'amour. Elle considère également comme un devoir la transmission du savoir et l'orientation des générations qui lui succèdent. La sagesse est l'héritage le plus précieux qu'elle souhaite laisser à sa descendance. En cette veille de la fête des mères, bébé Ange adresse un message et livre son témoignage.
Elle parle au nom de toutes les mères, de toutes ces femmes qui se battent chaque jour et portent deux vies, la leur et celle de leurs enfants. À l'occasion de la fête des mères et de la célébration des 80 ans de bébé Ange, ses descendants lui ont offert des présents et organisé un repas familial en son honneur. Un foyer sur 5 à Madagascar est dirigé par une femme selon les statistiques. À Antananarivo, près de 15% des ménages sont composés uniquement d'enfants vivant avec leur mère. Le nombre de familles gérées par des mères célibataires, des femmes ayant eu des enfants hors mariage, des veuves ou des femmes divorcées ne cesse ainsi d'augmenter. S'il n'existe pas de données précises sur leur effectif, une réalité demeure. Ces femmes ne bénéficient pas d'un statut clairement reconnu de chef de famille devant la loi et ne peuvent, de ce fait, jouir pleinement de plusieurs droits. En effet, la loi numéro 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux à Madagascar désigne uniquement l'homme comme chef de famille au sein du foyer. De plus, la famille n'est juridiquement reconnue qu'à travers le mariage civil. Cette situation complique l'obtention de certains documents administratifs liés à la famille, notamment le livret de famille, et engendre fréquemment des difficultés dans les démarches administratives concernant les enfants. Pour les sociologues interrogés, la structure familiale et la société ont profondément évolué. Selon eux, la législation actuelle reste fondée sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l'homme et de la femme au sein du foyer. Face à ce constat, ils appellent les autorités à réexaminer cette loi. Les mères célibataires méritent d'être reconnues, respectées et soutenues, estiment-ils. Une réforme de la législation familiale permettrait de mettre fin à certaines formes de discrimination et de favoriser l'autonomie ainsi que la pleine reconnaissance des mères de la société. Madagascar a pourtant ratifié plusieurs conventions internationales de lutte contre les discriminations envers les femmes, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui rappelle l'obligation des États à garantir l'égalité des droits et à supprimer les obstacles juridiques susceptibles d'exclure les femmes et les mères de la pleine participation à la vie familiale et sociale. C'est spécialement pour rechercher cette race de lapins géants que Fanzanirin a quitté Alarbi Ambatmang, dans le district de Manzakanjin, pour venir à Nansan aujourd'hui. Mère de famille vivant de l'élevage, elle s'est récemment lancée dans cette nouvelle activité. Ces races de lapins géants ne sont pas originaires de Madagascar, mais viennent de l'étranger. Malgré cela, leur élevage commence progressivement à se développer dans le pays. Les plus grands peuvent atteindre jusqu'à 9 kilos. Selon les explications des éleveurs, leur élevage ne présente pas de difficultés particulières. Au-delà de la viande et des revenus générés par cet élevage, le fumier figure également parmi les principaux avantages de cette activité. Pour ces familles qui élèvent et commercialisent les lapins géants, le fumier est transporté par un camion et utilisé par les agriculteurs pour les cultures maraîchères et d'autres productions agricoles. L'élevage et l'agriculture restent étroitement liés et interdépendants, une réalité qui ne concerne pas uniquement les lapins, mais l'ensemble des animaux d'élevage. En sport, l'équipe nationale de basket 3 contre 3, les Ankwai, a quitté le pays ce jour à destination de Varsovie, en Pologne. Les sélections masculines et féminines représenteront Madagascar à la Coupe du Monde FIBA 3 contre 3 qui se déroulera du 1er au 7 juin. Les deux équipes auront pour mission de défendre les couleurs nationales face aux meilleures sélections mondiales de la discipline. Du côté des dames, la sélection est composée de Muriel, Arsou, Sarbid et Simbach. Chez les hommes, Marco, Arnold, Anthony et Eli seront les basketteurs de Ankwai. Cette participation constitue une nouvelle opportunité pour le basket malagasy de confirmer sa progression sur la scène internationale et de porter haut les couleurs de Madagascar. L'arbitrage demeure l'un des problèmes récurrents rencontrés lors de nombreuses compétitions de handball. À cela s'ajoute le faible intérêt des jeunes de moins de 20 ans pour la carrière d'arbitre.
Face à cette situation, la discipline sera réintroduite dès le niveau primaire dans les établissements scolaires. La fédération lance ainsi un appel au soutien de l'État, tant sur le plan financier que matériel, afin d'accompagner la formation des futurs arbitres. Le célèbre Kennedy Center ne sera donc pas le Trump Kennedy Center. Donald Trump voulait ajouter son nom à cette célèbre salle de spectacle de Washington, mais ce vendredi, un juge a retoqué sa décision. Motif, le pouvoir de changer le nom de l'institution appartient au Congrès. Également annulée par la justice, la fermeture imminente du centre pour 2 ans de rénovation. Le président américain voulait remodeler en profondeur cet emblème de la scène culturelle américaine. En février dernier, il avait limogé sa présidente, installé un nouveau conseil d'administration, avec lui-même à sa tête, afin de réformer la gestion du centre. À moins d'être libre de faire ce que je fais mieux que quiconque, à savoir redresser cette institution sur les plans immobiliers, financiers et artistiques, je n'ai aucun intérêt à poursuivre ce qui ne pourrait être qu'un voyage sans espoir vers un pays imaginaire. Vieux de 70 ans, le Kennedy Center avait mis fin à certains programmes sociaux et supprimé ses programmations jugées woke. En décembre, le nom du président Trump avait été ajouté à la façade du bâtiment. Une ingérence présidentielle qui avait coûté cher au Kennedy Center, à la clé des annulations de spectacles en cascade. Certains voyaient même dans cette fermeture de 2 ans une manière de sauver les apparences après des résultats désastreux. Visiblement vexé par la décision de justice, Donald Trump a annoncé se désengager complètement de l'institution ainsi que transférer sa gestion complète au Congrès. À peine atterri à Kinshasa, que le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, exprime sa solidarité avec les Congolais et lance un message à la communauté internationale. Je suis venu ici pour montrer aux communautés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes là pour les soutenir. Le type de soutien que nous demandons, le volume de soutien que nous demandons n'a toujours pas été reçu. Nous n'obtenons qu'un tiers des financements demandés. Alors que le pays se bat contre sa 17e épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires congolaises et internationales peinent à endiguer la maladie. L'épidémie actuelle est provoquée par le variant Bundibugyo, pour lequel il n'existe ni traitement spécifique, ni vaccin. Le virus sévit dans 3 provinces congolaises dont l'Ituri, considérée comme l'épicentre de la contagion, ainsi qu'en Ouganda voisin. Les autorités congolaises ont toutefois annoncé jeudi qu'un premier patient atteint du virus a été guéri. Nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri. L'OMS a déclaré jeudi avoir réceptionné plus de 4,5 tonnes de matériel médical à l'aéroport de Bunia. Le docteur Tedros Ghebreyesus est attendu en Ituri ce week-end pour faire un constat de la situation sur place. Je crois que malheureusement, et ce que je vais dire va probablement être un petit peu difficile à entendre, l'année 2026 pourrait paraître une année assez fraîche, même pour ce qui concerne le mois de mai, d'ici 10 ou 20 ans. Dans la suite du siècle, nous nous dirigeons, si on continue à émettre les quantités de gaz à effet de serre que l'on émet aujourd'hui dans le monde, nous nous dirigeons vers des températures encore supérieures avec une multiplication, une intensification malheureusement des vagues de chaleur comme celles que nous connaissons maintenant. Donc, il faut absolument se préparer, d'une part se préparer davantage à ces périodes de chaleur extrême et d'autre part redoubler les efforts pour diminuer les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre pour empêcher que la Terre devienne de plus en plus inhabitable. Écoutez, je pense que ça vient d'une minorité, une minorité qui est organisée aussi, qui a souvent un but idéologique caché. On ne négocie pas avec les lois de la nature. Il est inutile de nier la réalité. La réalité, elle est montrée par les thermomètres, elle est montrée par tous les instruments de mesure. Et très clairement, on n'a jamais eu une vague de chaleur aussi importante aussitôt dans l'année. Et donc, tous ces arguments n'ont pas de base sérieuse. Et
Ce que je dois constater, c'est qu'il contribue bien souvent à retarder la prise des mesures qui permettraient de protéger les populations de ces vagues de chaleur, par exemple, ou d'autres événements extrêmes comme des inondations, par exemple, qui sont aussi liés au dérèglement du climat. Merci beaucoup Jean-Pascal Van Ypersel. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'UCL et ancien vice-président du GIEC. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.